Sunderlight Productions. Dans cet épisode, on va parler de photographier des sports extrêmes en général et de l'alpinisme en particulier. Si vous vous êtes déjà demandé comment on faisait pour changer d'objectif à flanc de falaise, on devrait avoir la réponse à la fin de cet épisode. Bonne écoute. Vous êtes tout dans l'heure du photographe. Bienvenue dans ce podcast par un photographe sur un photographe pour les photographes. Je suis Julien Pasternak et aujourd'hui, je vous emmène dans l'œil de Damien Largeron. Et Damien, un grand sourire. Tu m'as surpris en fait quand je t'ai contacté pour participer à un épisode. T'es la première fois depuis les débuts du podcast à me dire mais je te connais, je t'ai déjà écouté. C'est la toute première fois. D'habitude, j'arrive, je me présente, je dois expliquer qui je suis, ce que je fais, pourquoi, comment, qu'est-ce que je fais. T'es le tout premier que j'appelle qui me dit mais je connais déjà. Et en fait je t'écoutais sur Spotify. Et alors je me souviens plus de comment je t'ai découvert. Et en fait j'ai adoré. J'ai tout de suite accroché parce que en fait c'est hyper varié dans ta sélection de photographes. Et du coup, je trouve que c'est toujours hyper intéressant d'avoir d'autres photographes qui font d'autres choses et qui ont d'autres expériences. Et je trouve ça hyper enrichissant. En fait. On prend un petit Lego de chaque personne, comme je l'explique à chaque fois. Tu as toujours une petite chose chez une autre spécialité qui pourrait s'appliquer chez toi. Exactement. C'est ça qui est beau. En fait, ça sème un petit peu des petites graines dans ta tête et tu te dis ah ouais il fait ça comme ça et tout, ah mais c'est pas con, peut-être que je pourrais essayer, ça se trouve ça marche. C'est exactement ça. Ça a changé beaucoup de choses dans ma pratique de la photographie, donc j'espère que les gens qui écoutent ont cette approche aussi, ont cette impression aussi que peut-être ça les a fait un petit peu progresser, ça les a rendus un petit peu meilleurs. Peut-être qu'il y en a un ou deux qui se sont lancés parce qu'ils ont entendu des gens dire qu'ils pouvaient se lancer, ce serait génial ça. Ce serait quand même beau. Inspirer les autres, c'est quand même super cool quand même. Je vais profiter de ce que tu viens de dire. Ça, il faut le noter, il faut faire une critique sur Apple Podcast parce que ça aide énormément au classement de l'émission. Je le dis pas assez, on m'a dit qu'il fallait que je le dise plus souvent. Mais si tous les gens qui nous écoutent pouvaient laisser un petit mot sur Apple Podcast, il y a la possibilité de laisser 5 étoiles et de mettre un petit texte. Faites-le, je vous en prie, ça m'aide beaucoup. On va arrêter la digression, je vais te laisser te présenter. Tu connais le principe elevator pitch. Tu rentres dans l'ascenseur, Steve Jobs à côté de toi, 3 étages pour te présenter. Qu'est-ce que tu lui dis ? Je lui dis « Salut Steve, ça va ?» Voilà, moi c'est Damien Largeron, je suis photographe de sport outdoor et je suis spécialisé dans l'escalade, l'alpi et le ski. Voilà, en gros je lui dis ça. Et je lui dis est-ce que tu veux voir mon portfolio ? Est-ce que tu grimpes à flanc de falaise ? Est-ce que ça te dit de faire une petite séance photo avec moi, non ? Ah, ça serait franchement, ça serait chouette. Il y a un petit truc à développer peut-être, portrait de célébrité carrément. À flanc de falaise, là. Ce serait complètement dingue. Franchement, j'y avais jamais pensé, tu vois, en écoutant ton podcast. Mais c'est vrai que... Un nouveau truc à développer, je prends 10%. Avec plaisir, franchement, avec plaisir. Tu m'as été recommandé par Tony Noël. Ouais. Comment est-ce que tu le connais ? Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes rencontrés, que vous êtes croisés ? Tony, alors c'est fou. C'est fou parce qu'on vient de 2 milieux complètement différents. Que ce soit en termes d'éducation, vraiment l'opposé. Même dans la photo. Et en gros, on s'est rencontrés. Alors, je sais plus... C'était à Lyon, parce que moi j'ai vécu 10 ans à Lyon. Et je pense il y a 5-6 ans que j'ai rencontré Tony par l'intermédiaire d'un autre pote photographe. Où on s'amusait à se rejoindre, boire une bière et parler photo. Et ça permettait de partager nos expériences, des techniques, peut-être des inspirations. Et voilà, commérer un petit peu sur les autres photographes. Et en fait, ça a commencé comme ça. Et Tony, en fait, j'ai direct accroché. Et après, depuis ce temps, on s'est jamais trop quitté. Et même si je suis plus à Lyon aujourd'hui, on se voit assez régulièrement. En tout cas, il t'estime beaucoup parce qu'il t'a quand même recommandé en fin d'épisode. Il aurait pu recommander plein de monde, mais c'est toi qui l'as recommandé, quoi. Et parce que on s'entend hyper bien et malgré nos pratiques différentes de photos,
et ben en fait, on a plein de choses en commun. Et on a pas mal travaillé ensemble et ça a toujours été génial. Et bah pour moi, notamment Tony, dans sa photo et dans sa pratique, ça m'inspire beaucoup. C'est marrant parce que tu dis que vous êtes très différents dans votre pratique. Moi, je trouve qu'il y a énormément. Alors, c'est pas la même chose. On va pas dire Ouais. que c'est pareil. Mais je trouve qu'il y a énormément de passerelles entre vos deux typologies photographiques. Je sais pas comment dire, entre vos deux styles photographiques. Carrément. Il y a quand même des choses qui se recoupent, non? Ouais, le mouvement, l'émotion. Et c'est vrai que des fois, je l'assiste ou des fois, quand il fait des workshops, hop, je vais dans le groupe et j'adore parce que ça me fait beaucoup penser à l'escalade en fait, parce qu'il y a le mouvement, il y a la position et du coup, je m'éclate parce que c'est quand même une approche qui est différente. Là, j'ai les pieds sur le sol. Ouais. Et du coup, c'est hyper cool. Je me sens hyper libre d'aller à droite, à gauche et de trouver des points de vue. Tu peux bouger très facilement, quoi. Ouais, c'est ça. On va y revenir. C'est une de mes questions principales du podcast, avec celle que j'ai annoncée en intro, qui est de comment on change d'objectif à flanc de falaise. Mais ça, on va y revenir. En parcourant un petit peu ton site, j'ai vu que tu avais aussi une petite partie corporate et industrie, qui est presque surprenante en fait sur ton site. Ouais, alors en fait mon site il est pas ultra à jour. Ouais. Et en fait quand je l'ai fait, c'était au tout début où je me lançais dans la photo en tant que pro en fait. Et je m'étais dit alors, je vais développer un petit peu cette partie parce qu'en fait ça fait partie de mon histoire de photographe aussi, en fait. Ouais. En gros, je me suis dit au début, moi je voulais faire de la photo d'escalade, ça c'était sûr, de la photo de sport outdoor. Mais vu que c'est une niche, je voulais quand même en vivre assez rapidement. Et je me suis dit, mais le corpo et l'industrie, je venais de l'industrie, donc je connaissais ce milieu. Je me suis dit, en fait, ça va être peut-être facile d'arriver dans ce milieu et de dire, salut, moi je fais des photos corpo et d'industrie de tous vos événements. Est-ce que ça vous intéresse? Et donc j'ai intégré dans mon site sans même avoir fait trop de corporate et d'industrie. Et au final, j'ai jamais trop fait. Ça a été une tentative, mais ça n'a pas été plus loin. En fait, j'ai vite réalisé que moi, ce qui m'a amené à la photo, c'était de faire de la photo d'action. Et en fait, j'ai fait quand même 10 ans de chargé d'affaires dans un gros groupe. Et j'étais venu dans ce job de photographe parce que c'était ma passion et je voulais kiffer à 200%. Et j'ai vite réalisé que si je faisais des photos qui me plaisaient pas ou qui me parlaient pas ou qui me touchaient pas, en fait, j'allais tomber dans un boulot alimentaire et potentiellement me lasser de la photo dans sa globalité. Et c'est quelque chose que je veux pas perdre et que je voulais pas perdre. Je vais te raconter un truc, je me permets d'intercéder. T'as un profil qui est assez similaire au mien. Je pense que je suis juste un tout petit peu plus vieux que toi en fait. Mais moi j'étais commercial dans l'immobilier avant. Je suis venu dans la photo en voulant faire de la photo corporate, mais pour gagner ma vie, j'ai fait de la photo de boîte de nuit, donc des trucs mal payés, qui sont par contre, c'est un boulot récurrent, donc ça veut dire que tu avais des revenus tous les mois qui tombaient grâce à ça. Peu de revenus, mais bon, un fond de revenus quand même. Mm-hmm. Et en fait, tu vois, ce que tu es en train de dire, moi, je me suis cramé à faire de la photo de boîte de nuit, en faire 2-3 fois par semaine, comme ça, en me disant ça fait de l'argent. Et le jour où j'ai arrêté, c'était un demi-choix, c'est-à-dire que je ne sais pas si j'ai déjà abordé ça ici. Je sais que je l'ai abordé quand je suis passé chez Sébastien Roignan, où quand tu parles à l'univers te répond. La plupart des gens sauront ce que c'est, je pense, d'une manière ou d'une autre. Tu as des gens qui parlent à Dieu, tu as des gens qui parlent à truc, tu as des gens qui parlent à l'univers. Moi, je parle à l'univers et l'univers me répond. Et donc, à un moment dans ma vie, j'ai dit j'en ai un peu marre de ça. Je pensais ça et l'univers m'a répondu en me mettant dans les pattes un DA sur la dernière boîte que je faisais, qui m'a pourri la vie et qui a fait en fait que j'ai pas eu tellement le choix. J'ai dû taper du poing sur la table, imposer mes conditions et du coup, je me suis fait dégager de cette boîte-là. Sauf qu'en fait, ce jour-là, finalement, c'est le meilleur jour que j'ai eu parce que dans le mois qui a suivi, mon chiffre d'affaires a explosé dans tout le reste. Et tu vois, ce que tu disais là, en disant ça devient un job alimentaire, je vais me griller complètement, je vais me cramer, je vais pas tenir et je vais me dégoûter de la photo. En fait, ce que tu es en train de raconter, moi j'ai été au bout de cette logique-là. Et je me suis cramé. Et le jour où ça s'est arrêté,
j'ai découvert en fait que j'avais fait ça pendant très longtemps pour finalement juste me retenir en arrière en fait. Et j'ai l'impression que t'as compris ça plus vite que moi en fait. Ouais, bah, je sais pas si je l'ai compris plus vite, mais en tout cas, ça coulait de source, en fait, pour moi, ce que je voulais faire, en fait, assez rapidement. Tu sais, quand tu débutes la photographie, tu te cherches vachement, en fait. Toi, j'ai fait un peu de street photographie, j'ai fait un peu de portrait, un peu. Et en fait, très rapidement, tu sais ce qui te botte et tu sais ce qui te va moins bien, en fait. Et pour moi, ça a été assez clair que, de toute façon, ce que je voulais faire, c'était du sport outdoor, quoi. Parce que je viens de là et que, en fait, c'est ce que je veux ramener avec moi, en fait. C'est génial d'arriver à être aussi focalisé en fait au départ, parce qu'au départ, tu veux juste vivre de la photo, tu prends tout, quoi. Ouais. Et ben ça c'était aussi le fait de côtoyer d'autres photographes, Tony également, c'est que j'en voyais beaucoup galérer. Ils étaient très doués, mais en fait ils faisaient trop de choses. Ouais. Et en fait ce que tu remarques, c'est que les photographes qui font trop de choses et qui sont pas spécialisés, et ben en fait c'est très très difficile. Et tu vois, il y a trois ans je crois, je me suis inscrit sur une plateforme qui s'appelle Malte. Ouais. Et j'ai halluciné les prix pratiqués par les autres photographes qui font de tout justement. Et je me suis dit, mais les gars, en fait, ils ont rien compris parce que j'ai vu des gars à 150 €, à 350 € la journée. Et en fait, tu peux pas vivre comme ça. Et en fait, je me suis dit, en fait, j'ai fait le bon choix. Et je suis encore sur Malte, mais j'ai jamais fait plus que ça avec eux, tu vois. Parce que de toute façon, c'est pas des plateformes avec c'est pas intéressant. Faire beaucoup de business. Si tu fais beaucoup de business avec eux, je pense que tu as un problème. Ouais. Faut revoir un peu le mode de fonctionnement parce que tu peux pas avoir autant de business qui arrivent à des tarifs comme ça, quoi. Non. Si on parle un petit peu de ta philosophie photo, est-ce que tu as des sources d'inspiration, des photographes, des livres, des photos préférés? Est-ce qu'il y a des références dans l'alpinisme? Alors, alors c'est marrant, mais j'ai pas d'histoire. Je connais peu l'histoire de la photo. Parce que finalement, je m'y suis mis il y a pas si longtemps. Ouais. Tu vois, je m'y suis mis il y a 8 ans. Et je m'y suis mis il y a 8 ans parce que je partais avec les potes en voyage, en escalade, et on revenait toujours sans photo. Et du coup, un jour, mon coloc vendait son 550D de chez Canon. On a tous commencé avec le même. Bah ouais, c'est hyper accessible. Et moi, en fait, j'avais dans la tête que si j'avais pas un réflexe, je pouvais pas faire de photo. Tu vois, mais ça remonte à très très loin. Et en fait, je m'étais jamais lancé dans la photo à cause de ça. Et là, j'ai eu cette opportunité. J'ai dit, feu, en fait, je m'achète mon premier 550D. J'avais un 1755 de chez Tamron dessus. Ouais. Et feu, quoi. Et j'ai fait mes armes là-dessus. Et c'était cool parce qu'il y avait plein de limitations. Tu vois, tu peux pas monter en ISO. La vitesse, elle est quand même assez réduite. Et du coup, j'ai appris énormément. Et je suis resté hyper longtemps avec ce boîtier parce que... en fait, il est indestructible. Et j'ai vendu derrière et je pense qu'il tourne encore, il vit encore, je pense. Alors pour te dire à quel point ils sont solides, moi j'ai jamais vendu, j'avais un 600D plus exactement, Ouais. le même en fait, mais c'est juste qu'ils augmentaient le numéro de version de 50 à chaque fois. Et il fonctionne encore. Énorme. Tu vois, et ça fait 600D, c'est 2011, 2012, quelque chose comme ça. Donc voilà, il a 10 ans, il tourne encore, mais je n'ai même pas d'inquiétude sur le fait qu'un jour il va crever parce qu'il tient encore bien. C'est des boîtiers extraordinaires, ça, pour démarrer. Et alors, pour revenir à ta question, parce que je me suis un peu égaré, moi je suis venu à la photo. Mes premières inspirations, en fait, c'était plus des magazines, des BD et des livres illustrés. En fait, quand j'étais gamin, tu vois, moi, les dessins, les illustrations, alors je sais pas dessiner du tout, mais par contre, ça me parlait à fond et j'ai toujours été attiré par ça. Ensuite, en grandissant, je faisais beaucoup de ski, beaucoup de vélo, beaucoup d'escalade et tous les mois, j'achetais mes magazines avec mon argent de poche. C'était Grimper Magazine, Skieur Mag, Big Bike. Et en gros, dans ces 3 magazines, c'est les éditions Nivéal avec lesquelles je bosse aujourd'hui. Il y avait 2 photographes qui m'ont marqué. C'est Steph Candé et Dom Daher. Et c'est deux photographes que je connais pas malheureusement, que j'adorerais rencontrer.
et qui tournent encore qui tournent vachement dans l'univers de l'outdoor et qui sont vraiment, moi je trouve, sont vraiment très forts. Et voilà, donc ça c'est mes premières sources d'inspiration. Ensuite, j'ai eu dans mes inspirations qui m'ont incité à bouger plus et à vivre plus d'aventures, ces deux grimpeurs belges qui s'appellent Nico Favres et Sean Villanueva, et qui filmaient eux-mêmes leurs expés au Groenland, en Patagonie, et qui avaient des films complètement barrés avec une superbe ambiance. Et eux ont été une grosse source d'inspiration. Et enfin, plus récemment, tout un tas grâce à Instagram, tout un tas de photographes qui sont spécialisés là-dedans. Je pense à Fabien Baudet, qui est un chamoniard, qui fait beaucoup de photos de ski, de skate. Lui, il a un côté artistique hyper présent et c'est vraiment génial ce qu'il fait. T'as un gars qui s'appelle Laurent Meuzy. Son compte Instagram s'appelle Creative Low Photography. Et lui, il est plus dans le snow, dans le surf et dans le skate. Et lui, c'est un amateur, mais il est hyper doué et il pourrait aisément passer pro s'il osait. Donc, s'il écoute ce podcast, j'espère que on va lui envoyer. Voilà, franchement, j'aimerais bien. Et vraiment, c'est vraiment très chouette ce qu'il fait. Et enfin, t'as Arthur Bertrand, qui est un photographe de ski. Et ce qu'il fait, c'est pareil. Il a un côté artistique assez prononcé. J'adore vraiment ce qu'il fait, quoi. C'est marrant parce que tu dis t'as pas de culture photo, mais en fait t'as une culture hyper pointue sur ton domaine, quoi. Ouais. C'est-à-dire tu connais ce que tu dois connaître, en fait. Et c'est des gars que je les connais pas tous. Il y en a que je connais via les réseaux. Et après, je suis quelqu'un qui me remet vachement en question dans ma photo. Et parce que je me lasse assez vite et du coup, j'ai besoin de ces remises en question pour avancer et progresser. En fait, je regarde vachement ce que font les autres parce que des fois, ça m'aide à trouver des idées. Et puis, ça m'aide aussi à savoir comment je peux me positionner dans le marché, en fait. Et puis, ça fait du bien aussi de voir des belles photos parce que sur Instagram, il y a énormément de photos. Et c'est cool de voir des photographes doués, en fait. Alors, justement, comme tu es très focalisé sur ce domaine-là, alors j'ai appelé ça aventurier, mais je pense que c'est plutôt sportif de l'extrême. Comment on pourrait te définir de ce point de vue-là ? Je sais pas. Je suis quand même pas mal aventurier quand je pars en expé. Et moi, je vois pas le côté extrême. D'accord. Non, mais c'est les sports extrêmes. Après, pour moi, un sport extrême, c'est tout ce qui est potentiellement dangereux. Dans le sens où c'est pas soulever une haltère et puis au pire, le pire truc qui peut t'arriver avec une haltère, c'est de te froisser un muscle, tu vois. Là, tu tombes d'une falaise, je pense que tu te fais un petit peu mal. Donc, pour moi, c'est ça un sport extrême. C'est quelque chose qui peut sérieusement te blesser, en fait. Et alors si pour toi c'est ça, moi je me vois plutôt comme un rapporteur d'histoire. D'accord. Voilà. Faut être un petit peu dedans quand même pour faire des photos. T'es aventurier, je mets les guillemets, les gens verront pas évidemment, mais je mets les guillemets. T'es aventurier photographe ou t'es photographe aventurier ? T'es quoi en premier ? Parce que tu peux tu peux pas le faire sans être les deux, on est d'accord. Ouais. Et je pense qu'il faut d'abord être aventurier, aimer sortir de sa zone de confort et être dans des situations un peu délicates parfois, avant de savoir faire la photo. Je dirais que la photo, limite, c'est presque un accessoire. Je sais pas si c'est le bon terme, mais en fait, des fois, la photo passe en second plan, en fait. Et il faut être avant tout, surtout quand tu pars avec des athlètes, en fait, tu peux pas te permettre d'être un boulet. En fait, ils te gèrent pas. Ils ont pas à te gérer. Donc, du coup, il faut que tu t'évolues en sécurité. Il faut que tu saches évoluer. Il faut savoir aussi se dépêtrer de certaines situations. Et du coup, je pense qu'il faut être aventurier. Il faut savoir aller plus vite qu'eux aussi, non, des fois. Ouais. Et ça, c'est pas chose simple. C'est pas toujours facile. Alors justement, ça nous amène à ma prochaine question. Comment est-ce que tu te positionnes quand tu fais des photos de quelqu'un qui escalade une montagne, puisque c'est pas simple de se déplacer. T'es sur une falaise, faut grimper. Enfin, je veux dire, t'es pas au pied de la falaise et t'es pas tout en haut et t'es avec eux sur la falaise et tu te déplaces comme eux en grimpant. Comment est-ce que tu te positionnes ? Comment est-ce que tu définis ta position ? Comment est-ce que justement, des fois, tu dois aller plus vite qu'eux pour être au bon endroit au bon moment ? Comment tu fais ça ?
Alors, c'est hyper complexe parce que ça dépend vachement des falaises ou des parois où je serai. Alors, des fois, il y en a où tu peux accéder par un autre chemin plus facile, du haut. Et là, tu arrives avec des cordes que tu places et qui te permettent d'évoluer. En fait, moi, quand les athlètes grimpent, je grimpe pas. En fait, je me déplace sur des cordes verticalement. Ok. En Tu gros. triches. Comment? Tu triches. Un petit peu, ouais. Un petit peu. Mais sinon, ce serait impossible parce que j'ai clairement pas le niveau qu'ils ont. Tu vois, C'est une vraie question pour moi parce que Ouais. c'est vrai que il y a toujours cette vidéo, je la cite à chaque fois que j'ai quelqu'un qui fait un domaine un peu sportif dessus. Je sais pas si tu as déjà vu cette vidéo d'un sprinter qui court mais à une vitesse pas possible et tu as un caméraman qui court encore plus vite que lui à côté pour le filmer. Je sais pas si tu as déjà vu cette vidéo. Ah non, j'ai jamais vu, mais c'est énorme. Elle tourne sur Facebook, je la vois assez fréquemment. Et c'est toujours l'image que j'ai quand j'interviewe quelqu'un qui fait des photos d'un sport et qui est obligé d'être bon dans ce sport. C'est que moi, en fait, quand tu me dis que tu dois te positionner, moi, je te vois grimper comme un fou. Tu vois, pour te positionner au-dessus du mec que tu vas photographier. En fait, t'es sur une corde, c'est un peu différent, mais ça reste très physique, mais c'est autre chose. Après, c'est hyper physique. Alors, en fait, tout simplement, quand tu fais des photos des meilleurs grimpeurs mondiaux, clairement, pour avoir leur niveau, faut être athlète de haut niveau. Ouais. Mais si tu es athlète de haut niveau comme eux, souvent, t'es pas trop photographe. Ouais, et même les gars, tu vois, il y a quelques Américains que je connais là, qui sont sportifs de haut niveau et ils sont sur corde également. D'accord. Et puis il y a autre chose, c'est quand tu es sur corde, ça te laisse plus de liberté aussi pour bouger et te positionner. Si j'étais seulement sur des prises, clairement des fois tu peux pas quoi. En fait, si tu vas à 50 cm à gauche, t'as plus rien. Si tu vas à 50 cm à droite, tu es dans des voies extrêmes. Enfin, tu vois, c'est alors que là, tu en appuies sur tes pieds et ça te permet de te déplacer quand même un peu plus facilement. Quoi. Un petit peu plus facilement, ouais. Et donc, du coup, des fois, j'équipe la falaise, donc je monte en haut et je redescends en rappel. Et après, j'évolue le long des cordes. Ou alors, des fois, tu vois, l'été dernier, je suis allé dans la face nord de l'Eiger. Donc, en fait, la face nord de l'Eiger, c'est hyper mythique, c'est en Suisse. C'est une paroi qui fait plus de 1000 mètres, qui sort à 3800 mètres d'altitude et qui a une histoire de ouf de l'alpinisme. Et t'as peu de photographes qui sont allés dedans. Et tu vois, mettre des cordes du haut en bas, clairement, c'est pas possible. Ouais. Parce qu'il te faudrait plus de 1000 mètres de cordes. Quoi. Ouais. Ou ça peut se faire, mais il te faut des semaines pour préparer ça. Tu vois. Et là, ça s'y prêtait pas parce que juste avant, j'étais sur un autre projet. Et donc, du coup, là, on est parti juste avec un petit bout de corde de 50 mètres. En gros, les athlètes, là, les deux athlètes, ils évoluaient quand ils enchaînaient la longueur. Donc, faut s'imaginer que quand t'as 1200 mètres de paroi, c'est pas une seule longueur de 1200 mètres. Oui. En fait, ta voie, elle est découpée en plusieurs longueurs. Par exemple, là, sur 1200 mètres, tu as 24 ou 25 longueurs, tu vois, qui font normalement dans cette paroi, qui font 50 mètres maximum. Oui, parce qu'il faut rappeler que 1200 mètres, ça fait 1,2 km et que même à pied, on est fatigué en arrivant au bout de ça. Quoi. Exactement. Et sachant que là, ils vont dans des voies qui sont extrêmes en termes de difficulté, ils peuvent pas grimper 1200 mètres d'un coup. Tu vois. Ouais. Ça nous a pris 2 jours et des grosses journées. Donc du coup, en gros, quand tu fais de l'escalade libre, enchaîner une voie, ça veut dire que t'as pas le droit de tomber ou t'as pas le droit de t'asseoir dans ton baudrier pour te reposer. Ça veut dire qu'il faut que tu enchaînes la longueur avec tes mains et tes pieds. Voilà. Donc du coup, lorsqu'ils enchaînent la longueur, ils mettent la corde. Moi, je me hisse, on fait pas d'image. Ouais. Et quand ils tombent dedans, ils mettent la corde, je me hisse, je me positionne. Et là, ils refont la voie jusqu'à l'enchaînement. Donc, ils font en fait, c'est un petit peu mise en scène, entre guillemets, pour les photos. Enfin, ils font le vrai effort, mais ils te laissent te positionner avant. Ils font en sorte que tu puisses te positionner avant. Ils font l'effort spécifiquement pour toi, en fait. Et puis pour enchaîner la voie. Sinon, s'ils n'enchaînent pas une longueur, en fait, ils s'accordent pas à avoir enchaîné la voie. À grimper en libre en fait. Ce qui me fait me poser une autre question, comment est-ce que tu fais pour ne pas voir la corde? Alors là, il y a 2-3 tips. Soit je la ravale, je fais ce qu'on appelle une poupée de corde et je la place en dessous de moi pour pas qu'on voit ma corde. Ou des fois, c'est
pas du tout possible, vraiment pas du tout, et c'est moche. Photoshop. Donc du coup, je Photoshop. Ok. Voilà. Ça, je me suis posé la question pendant que tu en parlais. Du coup, comment tu gères tes optiques? Ça t'arrive de changer des optiques quand tu es sur la façade en te disant tiens, un grand angle ici, ce serait mieux, ou peut-être j'aurais besoin de zoomer, ou est-ce que tu as deux appareils et puis tu en changes pas comme ça? Alors, j'ai qu'un appareil, j'ai qu'un boîtier. Et alors moi, déjà, j'ai un peu à cause ou grâce à ma pratique, j'ai quand même une vision hyper minimaliste de la photo, de l'équipement photo. Oui. Parce que tu vois, quand tu vas par exemple sur une voie comme dans la face nord de Léguer, t'as 2 jours de flotte avec toi en autonomie, t'as 2 jours de bouffe. Donc, tu as des sacs qui sont hyper chargés, qui font 30, 40 kilos. Donc, en fait, tu peux pas te permettre de prendre un parc d'optique fixe énorme. J'adorerais, tu vois, T'as pas des flashs dans ton sac, quoi. Non, franchement, j'adorerais. Ce serait hyper génial. Et ben, en fait, moi, je pars avec un boîtier, 3 batteries et 2 optiques. J'ai un 12-24 et un 24-105. Et c'est tout. Et du coup, quand tu veux changer, parce que tu te dis tiens là, on sort le grand angle, et ben tu le fais avant de descendre. Tu serres les fesses. Ouais. Tu changes. Tu fais attention à pas le laisser tomber parce que là, ça peut faire très mal, quoi. Ouais, d'une, tu peux vraiment, je pense, tu peux tuer quelqu'un. Et puis, s'il y a personne en dessous, tu perds ton matériel. Puis sur des optiques à 3 000 €, t'as pas envie, quoi. C'est clair. Et souvent, tu vois, en fait, j'ai un sac à dos et j'ai un espèce de petit caisson avec une petite sangle. Ouais. Et du coup, ça me permet de mettre mon optique. Et quand je change, je le transvase via ce... D'accord, oui, donc c'est quand même un peu sécurisé, quoi. Ouais, j'essaie de sécuriser au maximum. Mais ça me fait toujours transpirer, franchement, même avec de l'expérience, je suis jamais hyper rien que d'y penser, moi je suis stressé en fait. C'est pour ça que je me posais cette question-là. C'est un des premiers trucs que je me suis dit quand j'ai vu tes images. Je me suis dit, mais comment il peut faire pour changer ses optiques en cours de... Parce que t'as beau dire, non, on a un truc et tout, mais en réalité, t'as toujours un moment où t'es obligé de le faire parce que ton image, elle est là. Et tu dois la faire, et tu peux pas remonter, changer d'optique, revenir, elle est là, elle est devant toi, il faut la faire, quoi. Et si t'as pas le choix, tu changes. Mais t'es obligé. Et en fait, c'est la même chose qu'au sol, sauf que des fois t'es pendu à 30 mètres, des fois à 300 mètres, des fois à 900 mètres du sol, et des fois t'as 80 km/h de vent, des fois t'as beaucoup de poussière ou des cailloux qui tombent. Donc en fait, tu fais comme au sol, mais en l'air. D'accord. Et en faisant un peu plus attention. Ça prend un peu plus de temps, tu vois. Quand je suis au sol, ça me prend 2 secondes. Quand t'es en l'air, tu prends un peu plus de temps. C'est clair. Bon, en même temps, ton sujet bouge moins vite aussi, quoi. C'est pas... du coup, en fait, ça c'est cool. Ils attendent toujours que le photographe soit en place. Ça c'est... Après, quand il commence à grimper, moi je les suis en fait sur ma corde. Et du coup, après ça va vite quand même, tu vois. Donc, en fait, tant qu'ils sont pas partis, ça va. Une fois qu'ils sont dans la voie, faut arriver à anticiper les prochains moves, les prochains. Voilà. Alors, j'avais justement une question sur ce sujet-là, mais je vais juste te poser une question par rapport à ce que tu viens de dire. Tu disais que tu partais parfois 2 jours, 3 jours dans des conditions extrêmes. Comment tu gères justement le matériel, genre simplement charger les batteries en fait, ou ce genre de choses. Comment tu fais c'est tout simple. Déjà, je pars avec. Moi, j'ai un Sony A7 III. D'accord. Et ils ont déjà une bonne autonomie de base. Tu vois, avec une batterie, j'arrive aisément à faire, même dans le froid, même dans des froids assez intenses, j'arrive à faire presque plus d'une demi-journée, tu vois. Oui, ce qui est bien. Ce qui est hyper bien. Et après, souvent, j'ai un petit chargeur USB et j'ai une power bank de 26 000 mAh. Et en fait, je charge comme ça. Et après, quand je pars plus longtemps, parce que ça m'est arrivé de partir encore plus longtemps, je prends un petit panneau solaire. Et tu recharges la powerbank comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est beau. En fait, t'as pas trop. Ou alors, tu pars avec un lot de batterie inimaginable. Mais chez Sony, en fait, c'est pas super calme, mais c'est hyper cher. Donc, tu vois, j'ai essayé les batteries tierces. Ça sans marque, mais tierces, mais ça tient pas. Non. Ça tient trop peu de temps et au final, ça coûte beaucoup plus cher en réalité. C'est ça. Il y a une expression qui dit le bon marché coûte cher.
t'es obligé de partir avec de la batterie Sony, et de la batterie Sony, tu vois, c'est 100 €. Ouais. Oui, Donc, ça grimpe très vite en fait. ouais. Alors Et qu'une du coup, je peux pas partir. une power bank c'est 50 €, une bonne power bank. C'est ça. C'est à peu près, tu fonctionnes à peu près comme moi sur ce genre de situation. Ouais. Moi, j'ai fait des reportages dans le désert où pareil, je pouvais tenir que comme ça. Par contre, moi, j'hésite pas. J'ai des batteries Fuji, ça coûte 60 balles pièce, mais je m'en fous, j'en ai 15. Mais par sécurité, j'ai toujours de l'énergie en rab. Ouais, ça c'est. Bah, j'ai longtemps cherché. Ça n'a pas été hyper facile de trouver des choses assez compactes, parce qu'il y a certaines marques qui proposent des trucs trop bien, mais qui sont jamais tu peux les emmener dans une paroi, quoi. Ouais. Et en fait, alors je suis pas un grand fan d'Amazon. Ça c'est mon éthique. Mais t'as été chez Amazon et t'as acheté du Anker. En fait, pour le matos photo, tu trouves des choses qui sont hyper pratiques et qui tiennent hyper bien. Et ça me fait mal au cœur un peu, mais des fois, t'es obligé. C'est toujours comme ça. T'as des choses comme ça. J'ai encore mon premier fond de, tu sais, les pieds métalliques là, qui tiennent les fonds de studio. Je l'ai acheté pour vraiment pas cher sur Amazon quand j'ai commencé. Et le truc est indestructible. J'arrête pas de me dire un jour je vais le remplacer, mais en fait, j'ai aucune raison de le remplacer. Il tient le choc, quoi. Et ça m'a coûté, dans le meilleur des cas, 50 €. Et franchement, c'est effrayant de solidité et de robustesse. Ouais. Et encore un exemple, toi, ça date de la semaine dernière. Parce que là, je vais partir en expé dans 8 jours. Et je vais aussi filmer parce que je filme aussi. Et du coup, je drone un petit peu. Et c'est pareil, en fait, pour recharger tes batteries de drone, c'est galère parce que t'as quasi pas de choix de chargeur USB. Et le seul endroit, j'en ai trouvé un, et c'est sur Amazon. Ouais, non, mais c'est tous les trucs. Si tu veux aller plus loin encore, moi, je prends que des chargeurs USB-C parce que je veux pas gérer des câbles avec des têtes différentes. Et c'est pareil, c'est introuvable ailleurs que chez eux. C'est ce que j'ai aussi. On a tous le même truc. J'ai une petite boîte avec un chargeur qui correspond et tout. Enfin, c'est quand même. On a beau dire, et il y a des choses pour lesquelles c'est difficile de pas passer par eux, en fait, malgré quelles que soient tes convictions. La question que j'avais prévue, qui était dans la suite logique de ce que tu disais tout à l'heure, est-ce que c'est du reportage ou est-ce que c'est du posé ? C'est ça, c'est ce que tu commençais à dire. Est-ce que c'est entre les deux ? Est-ce que... je vais dire que pour moi, c'est du reportage. Ouais. J'ai certains confrères là qui font vraiment du posé, qui disent là ici tu te me positionneras comme ça. Moi, j'aime, enfin, je sais pas que j'aime pas, mais en fait, si t'es dans une position, dans une certaine voie, qui n'est pas la position, éthiquement, j'arrive pas, tu vois. D'accord. Donc, oui, si on sent si quelqu'un qui s'y connaît va voir que c'est posé, en fait, que c'est pas possible d'être dans cette position-là. Et en fait, j'ai tellement été déçu, moi, en tant que grimpeur, de voir des positions mais de fou dans des voies et que j'ai refaites derrière. Et en fait, c'est pas du tout ça. Je me suis dit, non, en fait, j'ai quand même envie de ramener la vérité. Mais, alors, je nuance un peu mon propos. C'est que des fois, quand je fais des photos, c'est absolument pas dans l'enchaînement. Souvent, c'est pas dans l'enchaînement de la voie. Et du coup, je dis au gars, tiens, vas-y, pose-toi dans ton bodard, repose-toi, et puis là, tu refais la section. Et des fois, avant d'avoir, parce que j'ai une idée en tête de compo, du mouvement aussi parfait, ou de l'émotion, et des fois, je refais faire 3 fois la section. Mais par contre, c'est les mouvements de la voix, quoi. C'est ce qu'il ferait de lui-même si tu n'étais pas là, quoi. C'est ça. Donc, quelque part, c'est un peu du posé parce que je l'oblige à rester dans son baudrier. Et en fait, ce que tu rapportes, c'est à moitié la vérité, quoi. C'est pas l'enchaînement, mais c'est du cohérent quand même, quoi. C'est quand même les bons mouvements. Ouais. Quand tu fais des photos, est-ce que finalement, c'est des paysages spectaculaires que tu photographies avec un élément humain dedans ? Est-ce que tu verrais pas ça un petit peu comme de la photo de paysage quand même ou pas ? Ou c'est plus riche que ça ? Dans certaines compos, c'est beaucoup de. Moi, j'adore en plus. Moi, j'adore le grand angle. Je sais pas pourquoi. C'est vraiment, j'adore. Je fais aussi du détail, de mains, de roches, etc. Mais ce que j'adore, en fait, c'est le grand angle parce qu'en fait,
on évolue dans une nature qui est magnifique. Ouais. Et j'ai envie de l'intégrer, en fait. Et souvent, des fois, tu as des lignes de fuite ou des lignes de fuite de la pente qui aident aussi à dynamiser la photo. Ouais. Et du coup, ça fait partie, en fait. Donc, du coup, tu as quand même une grosse part de paysage, en fait. Tu intègres quand même ta falaise et ton grimpeur dans le paysage, quoi. Enfin, de toute façon, du moment où tu grimpes et que tu es en montagne, tu es dans le paysage. Ouais, tu fais ton cadre quoi qu'il arrive, et puis après, lui, il s'insère dedans. C'est ça. Alors, justement, tu es sur des paysages qui, a priori, se ressemblent quand même assez. Enfin, c'est de la roche et de la forêt autour. Comment est-ce qu'on fait pour varier les images quand, par la force des choses, elles se ressemblent toutes, en fait? Tu as toujours les mêmes teintes et toujours les mêmes matières, finalement. C'est peut-être même toujours les mêmes mecs. Comment tu varies ton travail, justement? C'est hyper dur. C'est hyper dur, ça dépend. Et puis, enfin, ouais, j'ai pas trop de. Alors déjà, les lignes, elles sont quand même différentes. Après, souvent, des fois, tu arrives à varier aussi le rocher. Tu vois, la teinte n'est pas la même si c'est du calcaire ou du granit ou du grès. Puis tu as d'autres types de roches encore. Mais globalement, on va dire qu'il y a 80% shoot quand même sur du calcaire. Okay. Et le calcaire, en fait, c'est des coulées bleues et jaunes, globalement. Souvent, tu es dans la forêt. Et ça, c'est un exercice que j'adore faire. En fait, c'est d'intégrer des choses que tu n'as pas dans tes autres photos. Ça va être des détails dans ton rocher, ça va être des détails dans ton paysage, ça va être des choses qui attirent ton œil, en fait. Ça peut être des premiers plans, ça peut être des arrière-plans. Et voilà, en fait, c'est comme ça que ça se joue. Sinon, tu tombes dans une... C'est ça aussi qui est dur aussi dans mon métier, c'est que tu peux vite tomber dans quelque chose que tu sais faire et que tu répètes à chaque fois. Mais c'est pas hyper intéressant. Donc du coup, j'essaye sans cesse justement, quand je te dis que je regarde les autres photographes, ça me permet de me dire, ah putain, ça c'est cool. Tiens, je vais intégrer peut-être une petite fleur devant qui va me faire mon premier plan flou, et peut-être ça va faire aussi mon cadre de mon grimpeur. Et en fait, t'essayes de tout faire rentrer dans ton cadre. Et après, j'aime assez être minimaliste et j'aime pas qu'il y ait trop de choses et que ce soit assez lisible. Donc c'est toute la complexité du truc. Mais ouais, Mais ce qui ressort pour moi de ce que tu viens de dire, c'est l'importance aussi de bien connaître son sujet, finalement. Parce que tu vois, parler des différents types de roches, je veux dire, moi, ça n'avait même pas traversé l'esprit qu'il y avait différents types de roches. Pour moi, c'est une falaise, c'est une montagne, c'est de la pierre, quoi. Ouais, mais en fait, des fois, tu as des voies qui font 30 mètres, des fois, tu en as qui font 400 mètres. Et en fait, ton rendu, il va pas être le même si tu décides de... Tu vois, quand tu as une voie qui fait 400 mètres, je trouve que c'est dommage de faire du plan serré. Parce que... Alors, c'est cool sur du détail, sur certains détails, mais quand tu es haut, en fait, moi, j'ai envie de faire ressentir aux gens que tu es haut. Et donc, du coup, tu vas tout faire pour... Alors, pas en utilisant que du grand angle, mais en te débrouillant pour intégrer la hauteur dans ta photo. Parce que c'est hyper important, quoi. Mais il y a des photos qui donnent le vertige sur ton site internet. Ouais, Moi qui ai le vertige, moi qui supporte pas être debout sur une chaise. Ça doit te faire transpirer un petit peu. Il y en a quelques-unes, j'emmènerai pas large, je pense, dans ta position. Ah si, il faut être quand même à l'aise avec le vide. Ça s'apprend. Même moi qui ai jamais eu le vertige, au tout début, tu fais pas le malin. Et puis des fois, t'es exposé. Alors du coup. Et puis toi, tu dois regarder en bas. T'as pas le choix. Ah tu regardes en bas. Après, quand t'as l'œil dans l'objectif, en vrai, des fois, tu te rends pas trop compte aussi. Mais quand même. Mais après, c'est marrant, mais la grosse différence avec la hauteur. C'est jusqu'à 150 mètres en fait. De 0 à 150 mètres, c'est là où tu vas te rendre compte à peu près de la distance que tu as par rapport au sol. Ouais. Après, à partir de 150 mètres, que tu sois à 150 mètres ou 900 mètres, à la limite, c'est presque pareil. Enfin, je trouve. Peut-être que ça ferait peut-être pas la même chose pour toi. Mais... Je vais te faire confiance et j'irai pas vérifier. Mais je vais te croire. Puisqu'on parlait d'images variées, on va parler d'une image en particulier. Et celle-là,
pour le coup, elle se démarque des autres. Alors que c'est marrant, elle est dans une série de photos qui sont toutes dans les mêmes teintes. Et donc, quand moi, j'ai un grand écran et quand j'ai visualisé ton site, j'avais beaucoup, beaucoup de photos côte à côte dans les mêmes teintes. Mais celle-là, elle m'a sauté aux yeux. C'est une image, alors je la prends, elle est devant moi. En fait, tu as une forêt au sol, bien verte, vert sapin, bien, un beau vert. Et tu as la pointe un peu orangée de la roche, et toi tu es juste au-dessus. Il y a un grimpeur qui est dessus, mais qui est de la couleur de la peau et quasiment de la couleur de la roche, donc au départ tu pourrais presque passer à côté de lui, et en fait c'est juste en observant la pointe de la roche que tu te rends compte qu'il est là. Il y a un petit peu de bleu dans la roche. T'as les crochets, comment ça s'appelle, les mousquetons, les gaines, oui, bleu qui ressortent un petit peu, et toi tu es au-dessus, mais au-dessus, c'est-à-dire que lui il est sur une espèce de pointe, et on a l'impression que c'est presque ça pourrait être une prise de vue au drone en fait. Et j'aurais bien aimé que tu nous expliques un petit peu ce que c'est cette image et comment elle a été prise et comment elle a été réalisée. Alors je pense que c'est dans le Diois, à Die donc, sur le rocher du Pestel, dans une voie qui s'appelle Esprit et Tulax. Alors c'est un peu la mission, on dirait pas, mais c'est un peu la mission pour arriver au pied de cette falaise. T'as à peu près 1000 mètres de dénivelé. Et là, on est parti avec des copains là de Lyon. Et le but, c'était en fait, chaque année, on se faisait une vidéo qui s'appelait les projets Badaboom. Et en gros, donc quand on se met dans un projet comme ça, tu vois, là, on est resté 5 jours en autonomie, parce que tu as 1000 mètres de dénivelé que tu peux pas. Donc on avait tout monté au pied, à essayer de se faufiler dans les buis, parce que le chemin il est pas hyper bien tracé, c'est hyper raide. Et donc ça c'est dans le Diois. Et ben là c'est pareil, je suis sur ma corde. Et des fois pour donner un petit peu cet effet comme si tu étais au drone. Alors il y a une technique, mais ça j'ai pas du tout. C'est ce qu'on appelle une chèvre. En gros c'est une espèce d'équerre que tu mets sur la paroi et tu viens au bout. D'accord. Et ça t'éloigne de la paroi. Okay. Ou alors, tu as une autre possibilité, un peu moins facile, parce que tu peux souvent ramener tes photos, ta mise au point. C'est de prendre un balancier, en fait, en arrière. Et tu te balances comme si tu étais sur une balançoire sur la roche. Okay. Et ça te permet de prendre de la distance par rapport au rocher. Et voilà, de faire ça. Tu veux dire que techniquement, tu sautes, en fait, tu peux sur tes jambes pour sauter du rocher, quoi. Ouais, c'est ça. T'impulses, en fait. T'impulses dans la verticalité pour te déplacer horizontalement. Ok, je vais me sentir mal. Hein. Et en fait, le plus dur, en fait, c'est de faire ta mise au point et de pas avoir de flou de bouger. Et tout ça arrivé au bon moment. Donc voilà. Du coup, en tout cas, là, c'est bien réussi parce que franchement, elle est impressionnante cette photo. C'est assez fou parce qu'on se demande en fait. Tu vois, une bonne photo, elle te fait te poser plein de questions en fait. Et cette photo-là, elle m'a arrêté déjà par la forme de la roche, qui est une espèce de triangle. Bon, un triangle dans une photo, je veux dire, ça peut pas ne pas marcher. Et puis tu regardes d'un peu plus près, tu vois une forme humaine que tu n'avais pas vue au premier regard. Et puis tu regardes un peu plus près, puis tu vois tous ces petits trucs bleus qui sont accrochés au bord de la falaise. Tu commences à avoir des cordes. Puis tu te dis, mais attends, c'est pas possible, il est juste au-dessus, comment il a fait? Et puis là, tu vois, tu commences à cogiter. Et pour ça, cette photo-là avait vraiment du sens pour cette question, quoi. C'est qu'elle m'a fait me poser beaucoup, beaucoup de questions, en fait. C'est un peu le but des photos. Moi, je me dis toujours, avant de faire de la photo, et dans mon apprentissage de la photo, ça a été, mais comme ça, à chaque fois, quand je regardais des photos dans les magazines ou de photographes que j'aimais, je me disais, mais comment il a fait? Et en me posant les questions, en essayant de trouver les réponses sur le net ou pas, ou en essayant, et ben en fait, c'est là que tu réalises, et des fois, tu te dis, ah, mais c'était ça. Ah, mais et des fois, t'es un peu déçu parce que tu t'attends à des choses beaucoup plus complexes. Et des fois, c'est hyper simple. Je crois que c'est la grande force de certaines photos, c'est ça, en fait, c'est de te faire t'arrêter et réfléchir. C'est parce que finalement, aujourd'hui, on voit tellement de photos que voilà, on passe, tu scrolles, t'envoies 15 en moins de 30 secondes. Et au final, qu'est-ce que t'en as retenu? Et celle qui te fait t'arrêter, justement, c'est celle où tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Comment il a fait ça? Je pense que c'est celle-là qui t'arrête. C'est ça. Et moi, il y a aussi, c'est la photo qui va me faire voyager.
Tu vois, je vais arriver à découvrir, à m'imaginer un paysage, une ligne, un moment, une ambiance en fait aussi. Je trouve que le support photo est hyper bien pour ça. Non, mais c'est moi ton site, je te dis, m'a donné un peu le vertige en fait. C'est la raison principale pour laquelle je t'ai appelé, c'est ça. Ok. C'est que quand j'ai regardé tes photos, je me suis j'ai eu cette petite angoisse en fait Ouais. de la hauteur que j'ai ressentie, alors que c'est qu'une photo, c'est mon écran qui est devant moi, j'ai aucune raison de m'inquiéter, mais quelque part j'ai eu ce petit sentiment. Ça m'avait fait la même chose sur un reportage d'Éric Bouvet en Russie, qui se retrouve avec des commandos trucs, et le reportage était absolument mais étouffant. Tu regardes ce reportage et tu as une angoisse qui te prend et qui te serre le cœur, alors que t'es pas là, t'as pas de raison, mais t'es pris dans le truc en fait, et tu fais partie de l'action, et c'est une vraie force de pouvoir happer les gens dans ton travail comme ça. Ouais. Et moi, il y a un truc, tu vois, par exemple, une vidéo, un film, c'est hyper simple. On va pas rentrer dans la technique, mais filmer, en fait, c'est filmer un mouvement. En fait, c'est une vidéo, donc en fait, tes images, elles défilent. Donc, tu arrives à faire passer plus facilement les choses, Ouais. de mon point de vue. Et une photo, pour qu'elle soit parlante, parce que c'est immobile. Et en fait, faut arriver à lui donner vie, en fait. Vraiment, c'est ça, à te dire, ok, moi, dans mon tri de photos, ma sélection de photos, il y a plein de fois où je me demande, ok, ça, est-ce que si je l'accroche dans mon salon, est-ce que je vais adorer la regarder? Est-ce qu'elle va me faire me poser des questions? Est-ce que je vais me sentir dedans? Est-ce qu'elle va me parler, quoi? Et c'est vrai que c'est très difficile de donner du mouvement à une photo, quoi. C'est rigolo que tu parles justement de la vidéo, parce que justement, c'est une question que je me suis posée pendant très longtemps, et finalement, et j'avais toujours la même personne en tête, mais je vais bientôt avoir un vidéaste invité dans le podcast, Yes. justement, pour qu'on discute de cet aspect-là de la photo. Alors, il est vidéaste, il est photographe aussi en parallèle, mais il est connu pour les vidéos. Et justement, je me disais que ce serait bien, parce que le vidéaste n'a pas le choix, il doit faire du storytelling. Nous, on a le choix d'isoler les images, ça se verra pas trop. Mais le vidéaste, il doit raconter une histoire, il n'a pas le choix, c'est une question de vie ou de mort. Et justement, je trouvais ça hyper intéressant d'avoir quelqu'un qui avait ce point de vue-là dans le podcast pour comprendre qu'il fallait l'intégrer aussi dans ces images. Moi, je trouve que la vidéo, c'est un support qui est génial aussi. D'ailleurs, je filme aussi un petit peu, même si c'est pas même si la photo, je m'éclate. Ouais. Je m'éclate beaucoup. Moi, je trouve que la vidéo, en fait, les deux couplés, c'est juste incroyable. Et c'est vrai que, pour avoir fait des erreurs de débutant, en étant parti un peu la fleur au fusil, sans trop me poser de questions, à filmer, sans trop réfléchir, quand tu fais ton montage derrière pour raconter ton histoire, et c'est hyper difficile. Et moi, d'ailleurs, ça me fait toujours autant, ça me met énormément de pression de faire des films, parce que c'est un exercice qui est hyper dur. Filmer, c'est quelque chose, c'est pas, une fois que tu sais faire tes cadrages et que tu sais faire ce que tu as envie de faire passer, ça va. Mais le montage, penser au montage derrière, c'est hyper complexe, parce que c'est vraiment là où tu donnes en fait la vie à tes images qui bougent, quoi. Est-ce que ça a infusé justement dans ta manière de faire des photos, de monter ton reportage? Alors, je dirais que c'est l'inverse. C'est mes photos en fait, c'est ma manière de photographier je sais pas comment dire, ça détermine tes cadrages en vidéo, tu veux dire? Ouais, ça détermine vachement mes cadrages dans mes vidéos. Ouais. Et j'ai une grosse inspiration d'un gars qui s'appelle Jimmy Chin. C'est un alpiniste américain. Il a fait notamment Free Solo. Je sais pas si ça te parle. Pas. En gros, il a suivi un grimpeur qui s'appelle Alex Honnold dans une ascension au Yosemite qui est mythique en fait. Et ce gars, à la base, il est aussi photographe et il fait aussi de l'aventure et il fait aussi de la vidéo. D'accord. Il est hyper bon dans les deux. Je mettrai les liens de la vidéo, au moins pour acheter le DVD sur Amazon. Ouais. Après, je pense que pour les grimpeurs, il y a plein de grimpeurs qui n'ont pas trop aimé, mais je pense qu'il y aura beaucoup de non-grimpeurs qui aimeront, parce que c'est assez accessible. C'est une référence. C'est une bonne référence pour les gens qui seraient intéressés pour aller un petit peu plus loin dans la découverte de ta spécialité. Ouais. Si on aborde le côté plus business des choses, aujourd'hui, c'est quoi ta source de revenus principale? 100% photo? Alors non,
Oui, Je jusqu'au rappelle Covid. que nous sortons du Covid. Voilà. On enregistre. Donc, jusqu'au Covid. En gros, moi, ça fait 2 ans là que je me suis lancé professionnellement, c'est-à-dire vraiment en faire mon métier. D'accord. Au bout d'un an, j'arrive à me tirer un peu plus d'un SMIC, Ouais. en gros, en faisant de bien. l'événementiel Ouais. et de la photo de sport, d'action. Que tu vends en magazine, donc. Comment? Que tu vends en magazine. Alors, je vends aux magazines, aux marques comme IE, Patagonia. Ouais. Et voilà. Globalement, c'est magazine et marque. Les médias français, c'est difficile quand même. Tu peux pas en vivre avec les médias papier français parce que ça paye pas hyper bien. Par contre, ça te fait de la visibilité et c'est toujours. J'adore voir mes photos imprimées, donc du coup, c'est hyper agréable. Donc ma première année, je me tiens un peu plus d'un SMIC et le Covid est arrivé. Ouais. Et la partie événementielle a sauté. Et donc du coup, on va dire que la photo aujourd'hui c'est 50% de mon activité. Et j'ai 50% aussi qui est lié à mon job de cordiste. Donc cordiste, c'est tout ce qui est travaux en hauteur. D'accord. Voilà, donc en fait, je suis encore sur des cordes et je fais des travaux manuels. Ça peut être de la maçonnerie, ça peut être du nettoyage de vide, ça peut être de l'installation d'antennes. Tu as exploité un de tes deux talents, en tout cas au maximum de ses possibilités pendant cette période un peu compliquée. Ouais, et puis en fait, au final, c'est un peu comme toi dans ton expérience. Je faisais beaucoup de compétitions d'escalade. Et à un moment, j'enchaînais tellement que ça devenait difficile de faire de la photo, en fait. Il faut faire un choix. Et j'osais pas quitter Lyon, en fait, parce que j'avais beaucoup de mes clients lyonnais. Et le fait que je sois à proximité, ça faisait qu'ils m'appelaient aussi. Enfin, ils aimaient bien mes photos, mais le fait aussi que je sois très vite disponible, c'était aussi un plus. Ouais. Et au bout d'un moment, en fait, je me suis un peu perdu, un peu comme toi. Parce que c'était le seul truc que je m'étais autorisé hors photo d'action pure dehors. Parce que le mariage, je voulais pas faire, la naissance, je voulais pas faire. Et en fait, le Covid, quelque part, ça m'a taclé, mais ça m'a aidé en fait. C'est l'univers qui t'a répondu. On en revient. Ouais, c'est exactement ça. Et en fait, de faire du travail en hauteur, j'aime beaucoup en fait. J'aime beaucoup parce que c'est manuel, ça a du sens dans pas mal de mes chantiers. Et ça te permet aussi d'apprécier les moments où tu es dehors. Ouais. Parce que tu sais, ça fait un peu enfant gâté de dire ça, mais quand tu es souvent dehors ou en train de faire que de la photo, en fait, tu as aussi tendance à oublier pourquoi tu es venu là. Ouais. Et donc, tu as tendance à te lasser et à te dire « Ah non, attends, non, mais là, je vais à une falaise qui est magnifique avec des copains et tout. Voilà, je vais faire des photos. » Ouais, tu vois. Et en fait, je pense que de faire énormément d'événements, ça m'a un peu lassé. Et d'avoir un autre métier à côté, ça m'a influé, ça m'a bien aidé. Tu restes comme ça ou tu repars sur la photo à 100%? Écoute, là j'ai en fait un gros projet vidéo qu'on est en train de terminer qui va sortir. Donc ça va aussi. J'ai beaucoup investi d'argent dedans. Donc je vais avoir, si ça marche, je vais avoir un retour sur investissement. Voilà, donc ça me permettra de faire financer le reste, 100% de photos. Ouais. D'accord. Ouais. On mettra. Alors, j'imagine que c'est pas encore sorti, ça sera pas sorti. Ça sort à l'automne en fait. Okay. Et d'abord, on va prioriser les festivals de montagne. Okay. Et après, on le mettra en streaming sur Internet. Tu m'enverras tous les liens au moment où ça arrivera, et puis je relayerai sur le blog. Il y a un blog dans l'œil du photographe, c'est pas qu'un podcast. Et je relais souvent l'actualité de mes invités après sur le blog, sur les réseaux sociaux, justement parce qu'il y a un suivi et que j'aime bien ce suivi.
C'est Avec plaisir. Ouais. un des grands plaisirs de ce podcast. C'est pas que de parler pendant 1 heure et quart. C'est de se faire des copains finalement au final, parce qu'il y en a plein qui deviennent des potes. Et accessoirement, de temps en temps, d'aller faire des photos ensemble. Bon, on ira plutôt faire de la street photographie ensemble que de la photo de montage. Avec plaisir. Tu sais que je m'étais acheté un Yashica Mat 124 après avoir vu le document sur Viviane Meyer quand même. D'accord. Ouais, et j'ai fait pas mal de street photographie avec mon Yashica Mat. Ça t'en fait encore un peu ou pas? Non, j'ai plus le temps. J'ai plus le temps. Du coup, j'ai revendu parce que ça me faisait mal au cœur qu'ils prennent la poussière et que je déclenche pas. Et j'ai gardé 2-3 argentiques et je désespère pas de m'y remettre en fait. Écoute, on va en discuter hors antenne. On essaiera de s'organiser ça. Avec plaisir. Ouais. Quand tu communiques, comment tu communiques? Déjà, on a un tout petit peu abordé le sujet à l'instant par rapport au magazine, justement, au fait que ça te faisait beaucoup de visibilité, mais ça faisait pas beaucoup d'argent. J'ai vu, moi, que tu avais fait un partenariat avec Le Vieux Campeur. Tu as peut-être d'autres partenariats de ce genre-là. Qu'est-ce que ça t'apporte? Alors non, en fait, j'ai que le partenariat avec Le Vieux Campeur. Parce qu'au début c'est pareil, il y a encore une histoire derrière ça. Au début d'Instagram, je voulais absolument avoir beaucoup de followers, parce que je me disais que si j'ai beaucoup de followers, j'aurais beaucoup de travail. Ouais. Et sauf que quand tu as beaucoup de followers, en fait, tu deviens plus influenceur que photographe. Et en fait, ça a été une dualité qui a été hyper présente au début où je me suis lancé. Et en fait, je voulais pas devenir influenceur. Donc du coup, je voulais pas trop de partenariats. Et les partenariats que j'avais, je voulais qu'ils servent mon partenaire, mais qu'ils me servent aussi à moi. Et que je fasse pas des choses à contre-cœur. Je voulais pas que ça soit une contrainte. Donc du coup, le Vieux Campeur, ça a été assez naturel. Parce que Léa, qui s'occupe donc de la communication au Vieux Campeur, m'a dit écoute, nous ça nous intéresse d'avoir un photographe, que tu nous passes du contenu, mais on va pas t'obliger à communiquer sur le Vieux Campeur ou sur le matos du Vieux Campeur. Et en fait, ça a été assez naturel, quoi. Donc du coup, en gros, j'ai un budget matériel à l'année. Moi, je leur partage quelques photos pour leurs réseaux sociaux. Il y a une autre partie aussi avec le Vieux Campeur, c'est qu'ils me mettent aussi sur des shootings commerciaux avec des marques où là je suis payé. Donc aussi ça me permet de faire un lien avec des marques que je connais pas, et puis vu que j'ai plus envie de démarcher, ça facilite les choses. Ouais. Et voilà. Et moi, en contrepartie, je leur file un petit peu des photos. Je leur écris un peu des blogs sur des aventures que je fais à côté qui concernent pas forcément l'escalade. Et parfois, je leur fais un petit peu des reviews matériels. Tu vois, cette année, j'ai fait une review sur un sac à dos airbag en ski. Donc, voilà, je fais des photos, je fais une petite review, et ça, c'est gagnant-gagnant, quoi. Ouais, exactement. Ils sont vraiment souples. pas. Ouais, c'est hyper souple, et du coup, de travailler comme ça, moi, je le fais vraiment avec plaisir, et c'est top, j'adore. Et je le fais volontiers, et dès que Léa me demande des choses, je le fais vraiment avec plaisir. Et eux, derrière, moi, ça m'aide vachement, parce que, tu vois, le matos de montagne, c'est hyper cher. Ouais. Et donc, ça t'aide à avancer. Ça m'aide à m'équiper. Et en plus, je suis pas contraint de rendre des comptes. Par exemple, si t'es influenceur pour une marque, t'es obligé de dire regardez, ma veste elle est super belle, et là je suis ici, je fais ça. Et moi, j'ai pas envie de rentrer dans ce. C'est bien quand tu tombes sur des gens qui sont capables de faire des choses intelligemment et de pas t'imposer des trucs que t'as pas du tout envie de faire, quoi. Exactement. C'est un petit peu ça, le nombre de gens qui se retrouvent pris au piège de l'influenceur à pas comprendre que finalement ils vendent leur âme quelque part, des fois à des choses qu'ils n'auraient pas fait spontanément et qui sont pas crédibles en fait finalement, et qui se grillent un petit peu. C'est exactement ça. Et moi, ça me plaît pas, et j'ai pas envie de tomber là-dedans. Du coup, peut-être que j'ai un peu moins de visibilité, mais voilà. Mais peut-être que tu as une meilleure visibilité. Ou peut-être j'ai une meilleure visibilité. Parce qu'un public plus restreint, c'est pas forcément une mauvaise chose quand il est bien ciblé. Ouais.
Exactement. Quand on est bien Ouais, dessus. je préfère ça. Du coup, comment est-ce qu'on démarre slash s'impose dans la photo d'escalade? Comment est-ce que... Enfin, j'imagine que tu as commencé par l'escalade et que tu es venu à la photo derrière. J'imagine qu'il y a plein de problématiques autres que la photo. Dans la photo d'escalade, il y a peut-être des problèmes de sécurité, de formation à connaître avant de faire la première photo. Ouais, déjà, il y a une chose que je trouve hyper importante. C'est que déjà, si tu veux photographier je pense, un sport, n'importe quel qu'il soit, il faut être pratiquant parce que t'as les codes, parce que tu connais un petit peu les positions par exemple, si c'est un skieur, tu sais ce qui va marcher en fait. Ouais. Après, je dis pas que c'est impossible si tu viens pas. Moi, des fois, j'adorerais emmener Tony, par exemple, en falaise. Je crois qu'il a un peu le vertige, donc ça va être un peu compliqué. Parce que lui, il est dans le mouvement et j'aimerais l'amener pour voir en fait sa vision des choses. Ouais. Voilà. Faut juste le hisser là-haut, quoi. C'est le seul problème. Ouais, exactement. Donc, moi, je pense déjà être pratiquant. Et puis ça t'aide parce que des fois, tu sors de ta zone de confort. C'est pas agréable. Tu vois, il y a des fois où quand je passe des nuits en paroi, en fait, tu tapes des siestes, quoi. Ouais. Enfin, c'est pas vraiment du sommeil parce que t'es pas dans des positions confortables, parce que c'est dur, t'as froid, t'as faim, t'as plein de trucs. Donc en fait, si déjà t'es pas passionné, en fait, tu résisteras pas, quoi. Tu vas craquer. Et puis tu sais ce que tu peux demander aux gens aussi quand tu veux faire des photos. Tu demandes pas des choses totalement irréalistes, quoi. Bah non, c'est ça. Donc je pense déjà il faut être pratiquant. Ensuite, il faut apprendre aussi à évoluer en sécurité parce que, par exemple, quand t'es sur corde, t'es exposé, tu vois. La moindre merde, en fait, t'es par terre. Ouais. Et si t'es par terre, t'es mort, en fait. Oui, faut pas lâcher sa corde en se disant, oh, la photo! Ouais, et malheureusement, ça arrive même aux plus expérimentés parce qu'à force de prendre confiance, des fois, tu oublies un peu des choses qui sont élémentaires à la sécurité. Alors, faut pas dire que ça arrivera jamais, mais les conséquences sont lourdes derrière. Faut pas prendre trop confiance, faut pas être trop à l'aise, faut toujours garder une petite part d'inconfort. Faut toujours vérifier à 200% ce que tu fais. C'est comme sur un bateau, une main pour toi, une main pour le bateau. C'est à peu près ça, ouais. C'est à peu près ça. Toujours vérifier tes nœuds, toujours vérifier tes amarrages, toujours vérifier que tes cordes elles frottent pas sur le rocher. Ça c'est pareil, ta corde si elle frotte sur le rocher que tu montes dessus, si t'as une arête saillante qui est tranchante, en fait tu coupes ta corde. Si tu coupes ta corde, t'es en bas. Il y a aussi, tu vois, le fait d'évoluer des fois dans des qualités de rochers qui sont un peu moindres, ou tu sais par rapport avec le réchauffement climatique, des fois t'es dans des phases où en fait t'as des rochers qui tombent. Alors des fois c'est des petits cailloux qui font 2 centimètres, ça te tombe dessus, ça te sèche, c'est pas très grave. Des fois c'est des rochers qui font 10 kilos, 10 tonnes, là t'es mort. Ou des fois c'est des rochers qui peuvent faire 10 centimètres et qui tombent sur ta corde et qui arrachent ta corde. Donc du coup faut aussi prendre en compte que t'es exposé. Alors tu vois, c'est dangereux, mais moi je le vois pas comme dangereux. Par contre, faut faire attention et je sais que faut être conscient du danger. Faut être conscient du danger. J'ai autant de chances de mourir en montagne que de mourir en voiture. Mais c'est marrant que tu dises ça parce que tu vois, tu décris ça. Moi, j'ai l'impression que tu es au milieu de la route, dos au trafic et que tu es en train de faire des photos et que tu dois faire attention à tout ce qui t'arrive dessus, en fait, en être conscient sans... Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Si, carrément. En fait, ouais. Et en fait, faut toujours anticiper le pire et pour te protéger, en fait. Après, je dis pas que c'est infaillible, l'accident, ça arrive toujours. Mais en fait, faut réduire les risques au maximum, quoi. C'est de la statistique. C'est exactement comme ça. Toute la vie, et je pense que j'ai autant de chances de mourir en voiture que de mourir en paroi. Sauf que si tu meurs en paroi, tu coupes pas, quoi. Oui, t'as peu de chances de t'en sortir réellement. Ouais, t'as peu de chances de t'en sortir. Et voilà. Et puis sinon j'ai une formation en fait de CQP de cordiste. En fait, j'ai commencé à apprendre de mon côté avec des gens qui s'y connaissaient sur tout ce qui est déplacement sur corde, sur comment faire mes amarrages en sécurité. Voilà, j'ai commencé comme ça et après j'ai fait un CQP de cordiste qui m'a apporté énormément aussi et qui m'a apporté encore plus en sécurité. D'accord, donc faut être vraiment cordiste avant d'être photographe, quoi.
Ouais, voilà, ouais, faut savoir manipuler la corde. Donc cordiste ou spéléo, les gars qui font de la spéléologie, ils sont hyper forts Mm. en corde. Et du coup, ouais, il faut savoir, ouais, avant d'être photographe, faut savoir bouger sur corde et évoluer sur corde en sécurité. Si tu es sur un shoot client, qui définit ce que tu shootes? Est-ce que c'est ce qui se présente devant toi? Est-ce que tu as un cahier des charges extrêmement précis du client qui demande telle image, tel truc? Est-ce que tu dois gérer des espaces négatifs? Comment ça se présente? Alors, bah, j'ai la chance, en fait, quand mes clients, en fait, ils viennent pour mon style, en fait. Mm. Ça, c'est la chance d'être spécialisé, en fait. Et en fait, quand t'as un client qui vient, c'est qu'il aime ton style. Et en fait, il va pas t'imposer. Alors moi, les seules choses qu'on m'impose quand j'ai un shooting client, c'est sur des collections. Tu vois, de mettre en valeur. Je sais qu'il faut que je mette en valeur certaines choses de la collection de vêtements, par exemple. Et c'est toi qui Voilà. décides de comment le faire, en fait. T'as pas une. Non, j'ai directive pas une exacte. ligne éditoriale, j'ai pas une contrainte de ah bah tiens, il me faudrait ça à telle hauteur, un plan. Après, je le fais naturellement, toi, je fais du plan de détail, je fais des plans médiums, et puis Ouais, après, mais je c'est fais un sûr qu'un plan plan rapide. hollywoodien en pleine escalade, c'est pas. Ouais, voilà. Donc en fait, puis en fait, à force, tu sais ce qu'ils veulent, tu sais ce qui marche aussi, Ouais, et donc en fait, voilà. Donc ça, expérience. c'est hyper chouette, quoi. C'est hyper chouette parce qu'en fait, j'ai pas de contrainte de création. Je fais comme je sens et ça, c'est hyper chouette, ça. Je sais qu'il faut tant de photos. Moi, je vais leur proposer, par exemple, tu vois, pour 15 photos, je vais leur proposer une sélection de 50 photos. Et eux, après, ils vont affiner, ils vont me dire, voilà, je prends ces 15 photos. T'as déjà un peu répondu à cette question tout à l'heure, mais est-ce que tu gagnes bien ta vie aujourd'hui? Et ben, écoute, suffisamment pour ne pas travailler l'hiver, en fait. Et, ça me permet de skier, tu vois. Après, je suis pas très dépensier, Mm. mais ça me permet de skier tout l'hiver. D'accord. Et donc tu vas développer l'hiver un business de Exactement. photographe de ski. Ça a déjà C'est un commencé, peu, en il y a des fait, je photos. reviens avec mes premiers amours. Ouais. Ouais, et j'espère, je sais pas, on va voir cet hiver, ça va être là, c'est le deuxième hiver que je vais passer comme ça. Mais j'ai vu en fait sur ton site, et c'est vrai que c'est assez marrant parce en plus la séparation et pas sur le site, elle est dans les images en fait. C'est-à-dire que tu passes d'images d'escalade à des images de ski dans ton portfolio directement. Ouais. Et du coup, tout d'un coup, on tombe sur des photos de ski. Et justement, je m'étais dit, tiens, c'est marrant, c'est peut-être saisonnier, tu vois. Et en fait, c'est exactement ça. Et ouais, c'est assez saisonnier, même si ça grimpe beaucoup l'hiver, mais t'as quand même moins de demandes en fait, parce qu'en gros, ouais, ce qui marche, les marques, elles veulent des photos pour le printemps en fait, pour lancer les. En fait, c'est un peu une erreur de ma part sur. En fait, je voulais pas trop d'onglets dans mon site, je voulais qu'il reste assez épuré, assez simple, et c'est pour ça que j'avais mis à la suite. Ouais. Et derrière, je m'étais dit que je le referais et que en fait, je ferais une section été, une section hiver. On a tous fait, on a tous eu cette réflexion, on l'a tous jamais fait en fait. Ouais. Bah, en fait, ça prend un temps de fou. Des petites modifs te prennent énormément de temps. Et tu vois, ça te permet aussi enfin, j'ai énormément de photos qui sont pas présentes sur mon site. Ouais, on a tous une mise à jour énorme en Ouais. attente et j'ai la même. Hein. C'est, C'est la même chose. C'est ne serait-ce que puis tu vois, enfin moi j'en ai deux, j'en ai même trois des sites à gérer, donc je connais bien la problématique. Effectivement, ouais. c'est très compliqué de faire un site très cohérent et malheureusement c'est un truc hyper important qu'on réalise pas forcément, mais Ouais. c'est certainement la chose qui te rendra le plus libre à terme. En fait, c'est justement d'avoir un site qui est tellement bien fait que ton client tombe sur toi et du coup tu as beaucoup moins de travail commercialement en fait. Bah, c'est ça. Et tu vois, j'ai pas assez bossé et au final, mon site, il m'a ramené un peu des clients, mais pas tant que ça. Et à vouloir faire trop de choses ou trop montrer, en fait, bah, tu te perds. Bah écoute, Voilà, c'est bien parce qu'en fait tu t'en rends compte dans ta troisième année réelle ouais, d'exercice. Il y en a qui ont mis vachement plus de temps que toi à s'en rendre compte, mais c'est vrai que se simplifier, se resserrer, pas vouloir faire trop de choses, et du coup ça te libère l'esprit même quelque part, de pas avoir autant de choses à penser. C'est pas une mauvaise chose en fait. Je pense que c'est pas déconnant. T'as une approche non, très saine en fait de ce que tu veux faire. bah, ouais, alors ça, c'est marrant, mais ça, je pense, ça se définit vraiment au début, tu vois, dans ta pratique de la photo. C'est peut-être ton caractère aussi, non? Peut-être, tu vois, j'avais un copain qui voulait se lancer et il est hyper bon techniquement et tu vois, il fait des photos qui sont hyper bien composées.
mais c'est presque trop technique. Et du coup, il est un peu bon dans pas mal de domaines, tu vois. Et c'est marrant, à chaque fois qu'on avait des conversations, c'était hyper dur pour lui parce qu'il savait pas ce qu'il voulait faire. Ah, mais c'est un super piège d'être bon techniquement. Parce que la technique, Ouais. en fait, c'est 10% de ce qui va faire tes photos. C'est que 10%. On a l'impression que ça pèse extrêmement lourd. La réalité, c'est qu'il y a 90% d'autres choses dans tes photos Ah qui les bah, rendent vraiment intéressantes, uniques et qui te spécialisent. pour moi, ça vient du cœur en fait. C'est hyper, en fait, c'est hyper intuitif la photo. Non, mais on surévalue la technique et le matos, Ouais. alors qu'en fait, il y a Mais on beaucoup, fait beaucoup de tous, hein. choses. C'était moi au début, j'ai appris, c'était un photographe, ça shoot en manuel, tu vois. Et Ouais. il fallait que je comprenne comment ça marche, tu vois. Alors bah, c'est chouette parce que ça m'a apporté plein de trucs. Mais au final, tu te rends compte que c'est pas si important et que savoir composer une photo, bah, c'est plus important de savoir cadrer, de faire une composition. Ça va régler les merdes. C'est important de savoir shooter en manuel pour savoir ce qui va pas dans ton image quand ça va pas. Tu vois, quand ton appareil veut pas coopérer en semi-automatique, C'est savoir exactement ça. ce qui fait de travers pour pouvoir compenser. Mais effectivement, c'est pas. Même si moi je shoot en 100% manuel tout le temps parce que j'aime bien Ouais. avoir le contrôle exact de ce qui va sortir. Bah, Et moi on aussi, du coup. mais je conçois qu'il y ait des gens qui shootent en semi-automatique parce qu'il y a des moments où c'est pas du tout utile en fait d'être en 100% manuel quoi. Ça n'a pas toujours Ouais. de l'intérêt. Bah, moi, je suis toujours en manuel. Ça me permet vraiment de tout contrôler, en fait. Et du coup, je suis sûr de ce que j'ai. Mhm. Et parce que, en fait, quand tu te mets en semi-auto, des fois, enfin, en tout cas, dans mon domaine, des fois, ça fait des trucs. Ouais, bah, des En fois, fait, des l'appareil fois, tu interprète loupes un une peu trop, photo, quoi. tu la referas pas, quoi. Ouais. Ouais, non, mais on est assez d'accord. Mais après, je comprends. Enfin, je connais des très grands photographes qui fonctionnent en semi-auto. Et c'est pas un débat. Enfin, la plupart du temps, ça devient un débat beaucoup plus gros que ce qu'il devrait réellement être. Ouais, non, mais pour moi, de toute façon, c'est des choix ça personnels. n'a pas lieu d'être parce qu'en fait, ce qui importe, c'est la compo et C'est ce ça. que va t'apporter la photo. Non, mais c'est des choix personnels. Ouais. C'est vraiment, c'est chacun fonctionne comme il veut. On arrive à la conclusion de l'épisode. Et la conclusion, la première question, c'est quel est le pire moment de ta carrière? Et ben, tu sais, à force d'écouter ton podcast, je me suis souvent posé la question. Et en fait, bah, j'ai pas vraiment de pire moment de carrière. J'ai oublié ça m'est arrivé d'oublier des cartes SD ou de formater une carte pleine pour un shooting. Et en fait, tu arrives toujours à trouver des solutions, tu vois. Donc c'est pas vraiment c'est un peu des moments gênants parce que tu passes un peu pour un blaireau, quoi. Mais si tu trouves la solution, en fait, ça impacte pas trop ta journée de shooting. Et je dirais que moi, le pire moment de ma carrière, c'est pas qu'un, c'est souvent, c'est la remise en question. J'ai souvent des moments où tu vois, j'arrive à un stade où j'ai exploré un fond, une partie créative, et j'ai besoin de me renouveler. Et des fois, ça me prend énormément de temps de me renouveler, parce qu'en fait, on n'invente rien en fait, parce que la photo, elle existe. Puis des photos, enfin par exemple des photographes outdoor ou d'escalade, il y en existe des milliers. Et du coup, bah, c'est ces moments de doute qui sont, pour moi en tout cas, c'est ça les pires moments de ma carrière. C'est les phases de transition pendant lesquelles tu évolues et où tu sais où tu veux aller, mais tu y es pas encore en fait. C'est exactement ça. Parce que tu vois tes confrères évoluer, et toi t'évolues pas, et tu te dis mais merde, putain, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est atroce ce moment où tu vois tout ce qui va pas dans tes photos, mais tu sais pas encore le corriger. Exactement, ouais, c'est ça. Je sors d'une phase comme ça, là je commence à en sortir. Parce que voilà, formation, du coup, tu mets le nez dans tes photos et tu vois tout ce qui va pas et tout ce que tu dois corriger, mais tu n'as pas encore le doigt dessus. C'est ça. Où tu sais que tu vois, l'erreur type que tout le monde fait au démarrage, c'est soit les lignes pas droites, soit les membres coupés, tu vois, les trucs cons, je veux dire, c'est quelque chose qui fait gagner à tes photos en qualité en peu de choses et en peu de temps. Mais tu as un petit moment quand tu apprends à faire ça, où t'as pas encore le réflexe systématiquement de le faire, et régulièrement tu te reprends à faire cette conneries, enfin c'est des conneries, tu vois, et où tu te bouffes les doigts de l'avoir refaite encore une fois, jusqu'à ce que ce soit vraiment intégré. C'est ce moment-là, il est hyper dur à passer, quoi. Ah, et j'en ai souvent, tu vois, j'en ai souvent sur des petits trucs, sur des
des pannes un peu d'inspiration parce que comme tu dis, tu vois, en fait d'une falaise à une autre, ça peut vachement se ressembler. Ouais. Et du coup, et puis des fois, t'es dans des endroits, même si t'es dans la nature, des fois c'est pas photogénique. Alors comment tu fais pour rendre un truc photogénique? Tu vois, c'est hyper complexe. Et il y a des fois, au bout d'un moment, quand tu trouves des solutions, c'est cool, t'es à 200%, c'est génial. Mais après, à un moment, comme tout, tu te lasses. Et en fait, il faut trouver d'autres portes, des nouveautés qui font que ça va t'exciter à mort, quoi, pour repartir. T'es facilement usé, en fait, quand t'as donné toute ton énergie sur un petit truc pour arriver à faire quelque chose d'original et que tout d'un coup, tu te rends compte que t'as plus de jus, quoi. Et du coup, je dirais que c'est ça, moi, les pires moments de carrière. Et tu vois, cette année, ça a été un peu difficile pour ça, Ouais, ça, j'imagine bien. Mais ça a été pareil pour tout le monde. Je crois que je pense. La plupart des gens te répondraient. Je pense que je repose la même question dans 2-3 ans. La plupart des gens me répondront c'est le Covid, quoi. Quand on s'est arrêté de bosser, qu'on a failli crever, et que Dieu merci, on a tenu le choc, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Par opposition, c'est quoi le meilleur moment de ta carrière? C'est un peu tout ça. C'est un peu tous les projets que j'ai eus, les gens qui m'ont fait confiance. Mes premières parues dans un magazine aussi, ça fait ultra plaisir. Chaque expé qui sont. D'ailleurs, c'est hyper fort en fait les expés parce que t'es dans des endroits un peu qui peuvent être dangereux. Tu évolues dans des moments, dans des situations qui peuvent être dangereuses et inconfortables. Et quand tu vis ça, c'est hyper fort. Et quand tu reviens à la réalité, c'est hyper brutal, toi. C'est hyper dur. En fait, toi, tu vis les deux côtés, en fait. Tu vis l'expérience photo, mais tu vis l'expérience de l'aventure aussi, quoi. En fait, quand t'es intégré dans une expé, en fait, le photographe, c'est comme les athlètes. Enfin, t'es dans la même merde, en fait. Tu vois, des fois, tu dors. Ça m'est arrivé de dormir sous des résurgences d'eau. En fait, c'est de l'eau qui sort de la paroi, en fait. Et t'es fatigué et t'as envie de dormir. C'est la merde, tu vois. Ou alors, tu vois, t'as des cailloux qui partent dans tous les sens. Toi, t'es cul dans le vide, tu vois. T'as 500 mètres dans le vide et tu sais que si t'as une caillasse qui te tombe sur la tête ou qui te tombe, et toi, c'est des moments qui sont hyper forts, mais qui sont hyper intenses et qui sont hyper beaux. Et c'est ça, en fait. Et c'est pour ça que je veux repartir à chaque fois. Et c'est hyper dur de revenir. Tu fais vraiment ce que t'aimes, en fait. Ouais. Je préfère gagner un petit peu moins d'argent, tu vois, et de continuer à faire ce qui m'éclate. Bannir les photos qui m'intéressent pas et faire. En fait, j'ai envie que, tu vois, toute ma vie, j'ai pas l'impression de bosser. Tu vois, par exemple, là, je pars au Brésil. On va tenter de faire la première ascension d'un big wall. Donc un big wall, c'est une falaise qui fait plus de 800 mètres. Et sur cette paroi, déjà, c'est hyper reculé. Il y a que 2 voies alors que, c'est immense. Donc il y a peu de monde autour. Et on va tenter de faire. Et en fait, c'est ça qui me botte, tu vois, c'est de partir dans ce genre d'aventure. Tu sais pas si ça va marcher, tu sais pas ce que tu vas trouver. Tu sais pas ce qui va se passer. Et c'est pour ça que j'ai fait de la photo et que j'ai envie de faire de la photo, en fait. Écoute, on suivra ça avec attention. Je relayerai tout ce que tu vas publier là sur les réseaux parce que ça, je pense qu'il y a des gens qui seront intéressés de suivre. Avec plaisir. On va voir. Voilà, comme ça, vous aurez, chers auditeurs, le plaisir de vivre cette aventure avec Damien. Ce sera pas mal. Je crois que si on retient une chose de ton épisode, c'est de rester focalisé. Rester passionné, motivé. Même quand tu es au creux de la vague, il faut arriver à pas lâcher parce que ça, c'est un peu facile. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sont dans le creux de la vague et qui lâchent. Alors que s'ils avaient attendu ne serait-ce une semaine, peut-être qu'ils auraient eu un autre shooting qui aurait d'autres opportunités, en fait. Je pense qu'il faut être. Moi, je sais qu'il y a des moments où ça a été bas, où j'avais rien, où je me disais merde, j'ai pas de shooting prévu la semaine prochaine. Et comme par hasard, 3 jours après, bam, t'as un shooting qui sort. Qui arrive, le truc de rêve en plus. Non, mais ça, c'est fou. Et tu sais, l'univers, tu vois, encore une fois. Et je pense, il faut rester motivé, passionné et se battre coûte que coûte parce que c'est sûr que si c'était facile, en fait, tout le monde le ferait. Exactement. Et je pense que si tu veux vivre la vie de tes rêves, c'est carrément possible. Faut juste s'accrocher. Et être bien entouré. Juste s'accrocher. Et bien entouré, Dernière question de l'épisode. Qu'est-ce que tu me recommanderais pour un prochain épisode ? C'est compliqué. Parce que j'en ai trop.
Et ben, va voir du côté de Fabien Baudet, Ouais. de Creative Law Photographie et de Geoffrey Maluski. D'accord. Tous les trois dans le même domaine que toi? Alors, donc Fabien, c'est surtout ski skate. Ouais. Creative Law Photographie, Laurent, lui, c'est surf, snow et skate. D'accord. Et Geoffrey, lui, c'est highline, pardon, et bikepacking. D'accord. Voilà, Ah, en c'est ce moment, pas tu vois, il est en Islande, il fait des super... Enfin, voilà. C'est trois des inspirations. D'accord. Bah, je vais aller regarder ça. Je mettrai tous les liens dans les notes d'épisode. Et comme ça, les gens pourront aller voir et on fera un petit vote pour savoir qui est le prochain qu'on invite Ah bah, dans le podcast. Ce sera pas mal. On invitera peut-être les trois. De toute façon, je prends ça m'intéresse. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet? C'est quoi ton site? C'est quoi tes réseaux sociaux? Mon site, c'est damienlargeronphotographie.com. Donc, photographie avec un Y. Ouais. Voilà, parce que je me disais que ça faisait international. C'est cool. Ouais, c'est un peu bête, mais ça marchait en français, ça pouvait passer pour l'étranger. Ça fonctionne très bien. Et sur Instagram, Damien Largeron, tout attaché. Et j'ai aussi une page Facebook pro, mais ça fait trop de... J'ai pas le temps de l'actualiser. Faut rester focalisé. Ouais, exactement. Un seul réseau social, un site internet. C'est site internet et Instagram. Je mettrai tous les liens dans les notes d'épisode. Il me reste à te remercier de cet épisode. C'était hyper intéressant. Et écoute, j'espère qu'on aura l'occasion assez prochainement de faire de la street photographie ensemble. Avec plaisir. Chaque année, je fais avec Tony d'ailleurs, je fais le salon de la photo. Écoute, on va se donner un rendez-vous à ce moment-là, en espérant qu'il ait lieu cette année, parce qu'il y a des rumeurs comme quoi il n'aura pas forcément lieu je croise les doigts. En 2021. Mais on va croiser les doigts, on va espérer qu'il va avoir lieu, et ce sera l'occasion de retrouver beaucoup de monde sur ce salon et d'aller faire de la street photographie tous ensemble. Ce serait cool. Ah, ça serait chouette, ouais. Avec grand plaisir. Ouais. Merci beaucoup, Damien. Merci à toi. À très bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast, c'est important et ça aide beaucoup à notre visibilité. Vous pouvez également aller sur le blog Dans l'œil du photographe à l'adresse www.dlodp.fr. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve au prochain épisode dans l'œil d'un nouveau photographe. Dans l'œil du photographe, merci, c'est fini.